Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième étape de notre voyage qui nous mène de Charleville-Mézières à Namur. Je suis très heureux de vous retrouver dans la perle de l'Ardenne. Bienvenue à Monthermé. Monthermé est donc une commune française située dans le département des Ardennes et en région du Grand Est. Les habitants de la ville de Monthermé sont appelés les Baraquins. Ce nom aurait pour origine les baraques en bois construites afin de loger des nombreux arrivants suite à l'installation de la métallurgie. Mais maintenant, avant de rentrer dans le vif du sujet, voici un petit récapitulatif de la semaine précédente. Nous passons donc de Charleville-Mézières à Monthermé, une ville qui s'est nichée au cœur même des Ardennes, d'où son nom, la perle de l'Ardenne. Alors ici, nous allons découvrir non seulement la richesse de son tourisme, en allant bien sûr interroger à l'Office du tourisme, non seulement le maire de la ville, mais aussi le club historique de Monthermé. Nous irons aussi découvrir, grâce à eux, non seulement l'abbaye de Lavaldieu, ainsi que l'église Saint-Léger, qui sont des patrimoines classés ici à Monthermé. En plus de ça, nous irons aussi découvrir d'autres types de patrimoine, et entre autres un patrimoine culinaire, puisque nous irons dans une auberge, je ne vous en dis pas plus pour l'instant, un petit écrin exceptionnel niché au cœur de Aubuté. Et nous irons aussi découvrir le sanctuaire de Aubuté, qui vaut le détour si vous passez, bien sûr, au cœur même des Ardennes. Nous ferons aussi un petit retour en arrière lors de la Seconde Guerre mondiale avec le monument de la mission Citronnelle. C'est tout ça que nous allons faire aujourd'hui. Il est temps de partir. On y va. Alors, chers amis, nous sommes à présent dans notre première étape de notre périple à Monthermé, à l'Office du tourisme de Monthermé, en compagnie d'Alain Bernard, maire de Monthermé. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Et de monsieur Bernard Schrub, membre du Cercle d'Histoire. Bonjour. En tout cas, merci de nous accueillir ici à Monthermé, dans cette belle cité. On peut dire qu'elle est quand même, par rapport à Charleville-Mézières où nous étions la semaine passée, elle est quand même beaucoup plus rurale. Oui, effectivement, et on en est très, très heureux. On quitte la grande ville pour être en pleine nature. Donc ici, c'est vraiment une ville de nature ou c'est un village, Monthermé? C'est quoi vraiment? C'est alors petite ville ou gros village, on l'interprète comme on veut, pessimiste ou optimiste. On est situé à la confluence de la Meuse et de la Semois, ce qui nous fait un lien très proche avec la Belgique, puisque la Semois est une rivière qui est 80% belge. Et exactement, exactement. Et alors, justement, en matière touristique ici, monsieur le maire, qu'est-ce qu'on peut vraiment voir sur Monthermé? Alors, Monthermé est très riche d'un patrimoine religieux et historique. Patrimoine religieux, on a 2 églises classées du 12e, Bernard, du 12e, avec des décors peints magnifiques à l'église Saint-Léger,
et les vestiges de l'abbaye de la Val-Dieu sur l'autre rive de la Meuse. Mais également un patrimoine social très riche, puisque c'est à Monthermé en 1911 que Jean-Baptiste Clément a inauguré la première bourse du travail, la première maison du peuple pour les ouvriers de sidérurgistes. Oui, c'était ici que se trouvait justement le syndicat. Voilà. C'est ça. Hein. Alors, je vais me retourner maintenant vers le cercle historique. Est-ce que justement la Val-Dieu et l'église Saint-Léger sont ouverts au public? Est-ce qu'on peut aller les voir, ces églises? Absolument, surtout l'été, parce qu'on pratique église accueillante les mardis après-midi, jeudi après-midi et samedi après-midi. Et par l'Office du tourisme, on nous appelle et il y a des visites guidées pour des groupes qui le demandent. Sur réservation, ça? Sur réservation. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui est incontournable à Monthermé, justement? Parce que vous parlez d'un patrimoine riche qui est classé. Il y a sûrement aussi du patrimoine naturel qui est sûrement aussi intéressant à voir. Donc, qu'est-ce qui est vraiment incontournable à Monthermé? Quand un touriste passe, qu'est-ce qu'il doit absolument voir avant de quitter Monthermé? Monthermé, c'est le méandre parfait de la Meuse. Hein, c'est-à-dire la vue à partir de ce qu'on appelle l'enveloppe, cette montagne qui enserre Monthermé et qui enferme le méandre parfait de la Meuse qui servait d'illustration dans les livres d'histoire des enfants jadis à l'école. Donc c'est un point de vue remarquable et qui sert d'emblème touristique, qui a servi d'emblème touristique pour les Ardennes, pour le département, pour la région, pour maintenant les communautés de communes. La boucle de la Meuse de Monthermé, c'est incontournable. Oui, et donc ici, le type de tourisme qu'on fait, c'est du tourisme vert, c'est du tourisme historique? On a tout. Parce que tourisme vert, bien évidemment, nous sommes au milieu de la forêt et à la confluence de deux vallées, avec des chemins de randonnée équipés. C'est vraiment du tourisme familial, beaucoup, sportif. Il va y avoir une station trail qui va être installée sur l'ensemble de la communauté de communes. Le trail qui est ce sport d'endurance très dur, qui va se mettre en place très prochainement sur l'ensemble de notre territoire. Mais Monthermé, c'est aussi, je disais, un patrimoine social. Il reste à l'intérieur de Monthermé, donc cette fameuse maison du peuple, mais également des bâtiments qui vestiges et entretenus et occupés, vestiges de cette époque des coopératives ouvrières. Ah oui, d'accord. Oui. Et il a été développé, grâce au cercle historique, des chemins de randonnée intramuros pour aller visiter chaque bâtiment à l'intérieur même de la ville. Ah oui, d'accord. Il y a 2 circuits qui n'oublient pas les églises, bien évidemment, mais sur le patrimoine historique, social et religieux sur l'ensemble de la ville. Et c'est très apprécié. Le cercle d'histoire également a développé le tourisme de guerre, puisque Monthermé... Oui, la mission citronnelle. Voilà, Monthermé a été le lieu de passage, le premier lieu de passage d'invasion des troupes allemandes en 1914 et en 1939, en 40. Oui. Ah, d'accord. Okay. Donc on a des vestiges et on a des chemins de randonnée historiques donc, il peut dans aussi la forêt pour aller voir les un tourisme de mémoire, voilà. Comme on est dans les commémorations du 75e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça peut intéresser justement les amateurs de mémoire. De découvrir ce tourisme de mémoire. Les légendes. En plus, oui, on a également les légendes. Les légendes, oui, les 4 fils Aymon. Alors on est sur une terre de légendes, comparable à ce qui se fait en Bretagne, avec la forêt de Brocéliande, etc., puisque on est sur le même type de massif de roches, de la roche primaire de la fondation du monde. Donc je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle on a des légendes qui se sont développées, mais on a sur notre territoire, à Monthermé, c'est la légende du Roque-Latour. À côté, nos voisins Bogny-sur-Meuse, les chansons de geste des 4 fils Aymon. On a d'autres légendes le long de la vallée qui sont un petit peu témoins de l'histoire et de la poésie. Et vous avez aussi ici la Semois.
qui est aussi un élément important, la Meuse et la Semois qui se rejoignent ici à Monthermé. Et donc vous avez aussi ce tourisme fluvial qui est présent. Alors, en 2004, on a inauguré le port fluvial de Monthermé pour attirer le tourisme de plaisance. À ce port a été adjoint une halte camping-car, une trentaine de places de camping-car, qui bénéficient des services du port, c'est-à-dire la capitainerie, les gens peuvent prendre une douche, laver leur linge, etc. Et c'est remarquable, un taux d'occupation extraordinaire, parce que du 1er avril au 30 octobre, où la capitainerie est ouverte, la halte camping-car est remplie. Et vous parliez de la confluence Semois et Meuse, il y a une voie verte Transardennes qui fait tout le long de la Meuse, cyclable, etc. Et nous venons d'ouvrir la Transsemoisienne entre Monthermé et la liaison avec la voie verte et la Belgique à Bohan avec le Ravel pour rejoindre les Ravels belges. Très bien. Ça c'est une info importante. Vous avez compris par où vous pouvez arriver en vélo ici à Monthermé. Et alors, est-ce que vous avez beaucoup de Belges qui viennent ici à visiter Monthermé? Ah oui, bien sûr. Hollandais, Belges sont nos premiers visiteurs. Hein? Francophones comme néerlandophones? Oui. Néerlandophones. Oui. Très bien. Beaucoup. Même certains ont acheté des maisons. Même certains ont acheté des maisons. Oui. Il n'y a pas que dans la Belgique du Sud. Ça déborde bien. La preuve qu'on est entre nous. Voilà, exactement. Mais en tout cas, merci Monsieur le maire d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous de faire un petit peu la promotion de notre territoire. Avec plaisir. Tout le plaisir est pour nous. En tout cas, Monsieur Scrub, on va le retrouver un petit peu après pour les différents sites qu'on va visiter au courant de la journée. En tout cas, encore merci de nous accueillir ici à Monthermé, de nous permettre de faire découvrir à nos visiteurs la beauté de cette, qu'on pourra aussi appeler, comme on appelle chez nous, le village d'où moi je viens, où le sort Perle de la Meuse, c'est un peu pareil pour Monthermé. Et donc voici maintenant Juste un petit mot, on n'est pas chauvin, mais nous appelons notre ville la Perle des Ardennes. La Perle des Ardennes, voilà, c'est autre chose. Chez nous, c'est Perle de la Meuse, c'est juste Perle des Ardennes. Donc on va essayer de retenir ce terme. Voilà. En tout cas, vous voyez maintenant apparaître sur l'écran les infos par rapport à l'Office du tourisme de Monthermé, auquel vous pouvez vous adresser, et ils répondront avec beaucoup de plaisir à toutes vos questions pour un séjour ou un passage, si vous êtes en mobil-home, en bateau, pour pouvoir préparer votre séjour ici, dans la Perle des Ardennes. Nous sommes à présent à l'abbaye de Lavaldieu, en compagnie de M. Bernard Schrub, membre du cercle historique de Monthermé. Alors, cette abbaye, quand est-elle apparue? Alors, cette abbaye a été fondée en 1128, à la demande du comte de Rethel, parce que nous ne sommes pas dans le royaume de France, donc le comte de Rethel, pour se racheter d'une erreur qu'il avait commise vis-à-vis d'une autre abbaye de bénédictins à Reims, donc 1128. Et donc ici, c'était le duché de Bourgogne? Non, c'était pas le duché de Bourgogne. Le comté de Rethel. Comté de Rethel, donc il était totalement indépendant. Voilà, d'accord. Oui. Oui. Et comme voisin, il y avait le Orchimont, le comté d'Orchimont, voisin, qui était juste à côté, quoi. Alors, quel ordre religieux va venir s'installer ici? Alors, cet ordre religieux, nous sommes en 1126, quand Wither de Rethel va essayer de se racheter pour sauver son âme, parce qu'il avait commis une grosse faute. Il va aller trouver à Laon une nouvelle communauté qui existait. La fondation, c'est l'ordre des Prémontrés, des chanoines de Prémontrés. Donc ce sont des chanoines de Prémontrés qui vont venir ici. Voilà. Alors maintenant, pour parler vraiment du bâtiment, du style du bâtiment, de quel style est-il? Alors, l'église a eu, puisqu'on n'a plus que l'église pour en parler, a évolué beaucoup dans le temps. Nous avons ici, dans la partie du chœur, une partie médiévale, primaire, la primitive église. Ensuite, il y a eu une évolution, il y a eu différents travaux, et on arrive justement sur cette façade qui est d'un style baroque flamand. 1700, c'est la période où c'est le style qui est très commun dans la région.
Et donc ici, à quel moment les moines sont arrivés alors? Et ici, je vous dis, mois de juin 1128. D'accord, mois de juin 1128. Et donc cette église est classée? Classé monument historique. D'accord. Et donc elle est visitable. Elle est visitable. C'est ce que nous allons donc aller faire maintenant. Suivez-moi. Après vous. Alors, Au passage, on voit des dalles funéraires qui sont en fait des dalles de donateurs. Et notre lien, notre proximité avec ce qu'on appelle aujourd'hui la Belgique, mais qui était l'Empire, faisait que la famille d'Orchimont avait demandé à être enterrée ici dans cette église. Et nous avons la tombe ici de Marie d'Orchimont, début du XIVe siècle. d'accord, donc il y a des seigneurs de ce qui n'était pas à l'époque la Belgique qui sont enterrés ici, dans l'église. Voilà. Alors parlez-nous un peu du lieu, de ces boiseries, de ces superbes boiseries qu'on peut voir entre autres autour de nous. Alors ces boiseries, nous n'avons pas la date exacte, mais par déduction, selon des commentaires faits par des religieux, dans un mémoire de Lavaldieu, écrit en 1716 plutôt, les boiseries ont été posées vers 1710. D'accord. 1000 boiseries, elles sont dans un état parfait, car cette église ne souffre pas d'humidité. D'accord. Et Ok. en même temps, un peu plus tard, ce sont les plafonds qui vont être créés. Et là, on a les plafonds 1767. On a attendez, Un millésime. le millésime est marqué, hein, ici sur cela. Et c'est une trinité verticale avec au fond la colombe de l'Esprit Saint et Dieu le Père avec le triangle et l'œil de la Providence. Et ici, le trigramme IHS de Jésus, Oui. Sauveur des hommes. Et alors donc ici, dans cette église, donc vous avez dit les moines sont restés jusque quand? Quand ils sont restés ici, jusque quand il y avait encore des religieux ici? Le 5 janvier 1791, les scellés sont posés sur les portes de l'abbaye. Tous les religieux partent. C'est à cause de la Révolution française? C'est ça, parce que tous les biens vont être vendus. Ils quittent en janvier, au mois d'octobre, tout est vendu. D'accord. Il y a eu une autre vente publique, ici sur la place, au mois d'avril, avec toute la vaisselle, la literie, enfin les choses de la vie courante. Et en octobre, c'est l'immobilier, tous les grands bâtiments qui sont vendus. Et donc, tout est vendu. Et le bâtiment ici, qu'est-ce qui va devenir? Alors, le bâtiment, tout est vendu et acheté, mais les habitants de la rive droite de la Meuse vont demander à la commune de Monthermé de racheter l'église pour en faire une église paroissiale, parce que la Meuse n'est pas toujours facile à traverser, les crues, les glaces, et il n'y a pas de pont en 1791. Le premier pont datera de 1838. Ah oui, d'accord, ok. C'est pour ça. Parce qu'il fallait pour tous les événements familiaux, Aller à l'autre église, aller à Saint-Léger. notre église, et le cimetière paroissial était autour de l'église Saint-Léger. D'accord, donc ils n'avaient pas d'église et donc ils ont profité de récupérer celle-ci Celle-ci. pour en faire l'église paroissiale. C'est pour ça que je dis souvent, c'est grâce à la Meuse qu'on a pu conserver notre église, parce que la Meuse posant des problèmes pour traverser. Alors maintenant, nous allons parler un peu de l'orgue, de ce super bel instrument qui est là-bas au-dessus, parce qu'il y a quand même des éléments historiques assez importants ici. Alors, le buffet d'orgue est daté 1771. En 1775 et jusqu'en 1779, il va y avoir un jeune élève à l'école de musique qui se trouve ici, Étienne Nicolas Méhul de Givet. Ce jeune a eu un avenir de compositeur, et à l'époque, il jouait, mais sur le côté, parce que là, l'orgue a été pillé en 1917 et il a fallu le reconstruire, principalement tout ce qui est tuyauterie, et inaugurer en 1929. Le clavier a été placé devant en même temps que la soufflerie a été électrifiée, parce que sinon il fallait activer un bras pour la faire fonctionner. Voilà.
un peu nous expliquer cette maquette? Oui, bien, nous avons voulu avoir un élément, disons, pédagogique, autant pour les enfants que pour les adultes, et à partir des archives que nous possédons, les inventaires des bâtiments, on a pu réaliser cette maquette. Un exemple, l'église fait ici 30 cm alors qu'elle fait 30 mètres. Voilà, on a transformé, il n'y a que l'espace qui a été un peu raccourci, parce que c'est plus important. Et donc vous avez l'allée principale par laquelle on vient, un bâtiment qui coupait cette allée avec une brasserie, donc l'église, et les bâtiments conventuels qui sont autour de l'église. Il restait donc, je vous ai dit déjà, en mai 40, la maison abbatiale qui était là et qui fermait donc l'ensemble du cloître. Dans l'enclos, ça s'appelait l'enclos, nous avons ici les communs. Ce bâtiment, on a encore des traces. C'était là où habitaient les domestiques, et puis les écuries en dessous. Ici, vous avez un moulin à farine, le lavoir, un autre moulin à huile, et c'est un ruisseau qui arrive et qui redescend, qui arrive dans la Semois. D'accord. Il y avait un autre moulin là-bas, à farine, et aussi à écorce. À écorce, c'est-à-dire qu'on écrase on va écorcer le chêne. Ces écorces, on va les faire sécher dans le grand séchoir qui est là, et ensuite, avec des grosses meules, on va écraser pour faire ce qu'on appelle le temps. Et ensuite, on va le mettre dans des récipients avec de l'eau, et on fera tremper les peaux de bête pour faire solidifier le cuir, quoi. Voilà. Ah bon, on faisait donc du cuir ici à Monthermé. Mais on ne le faisait pas ici, non. Ah, on ne le faisait pas ici. C'était emmené à Charleville. D'accord. Il y avait des abattoirs à Charleville, et c'est près des abattoirs, il y avait ces grands récipients avec le temps et l'eau, et on faisait tremper les peaux de bête. D'accord. Donc l'abbaye fournissait le temps, les écorces Donc écrasées. une des matières importantes pour Voilà. faire... Oui, parce que l'abbaye était propriétaire de beaucoup de forêts ici. Au fil des siècles, elle avait accumulé des donations. Oui. Donc il y avait beaucoup de bois. Tout ce qui va vers le Roc-la-Tour nous vient de la famille d'Orchimont d'ailleurs. L'abbaye avait presque 700 hectares de forêt. Ah oui, quand même. Ah oui, ah, oui, d'accord. Donc c'était oui. important. Pour vivre, elle avait aussi des fermes à l'extérieur, des fermes qui étaient un rapport financier, un rapport aussi de fourniture du grain, parce que les gens qui avaient des fermes devaient fournir du blé, du seigle, de l'épeautre, etc. Voilà, rapidement, on peut dire. Alors je me pose une question. Qu'est-ce que c'est là-bas, là, ce qu'il y a sur la Semois? Alors, sur la Semois, comme la Semois et la Meuse, jusqu'en 1881, on pêchait le saumon. Le saumon, d'accord. Voilà. Alors, le saumon, évidemment, quand en 1880, on va canaliser la Meuse, l'homme commet une erreur, ne fait pas de passe à poisson. Et le saumon, à l'époque, venait pondre dans la Meuse, frayer, comme on dit, et à l'âge adulte, vers un an et demi, il redescendait d'instinct à l'estuaire. D'accord. Il venait, il bougeait. Et là, c'est un piège, on l'appelle une pêcherie, mais c'est un piège à poisson, un piège à saumon. Et donc c'était l'un des sources de revenus importants pour l'abbaye, le saumon, non? Pas spécialement. Non, pas spécialement. Mais aussi pour la population, pour tout le monde, quoi. Mais c'est pas... Non, il y en avait, bien sûr, mais c'était pas le principal. Et donc les bâtiments blancs qui sont représentés dessus, c'est ceux qui n'existent plus aujourd'hui? Voilà, c'est ça. D'accord. C'est le conseil qui nous a été donné quand nous avons fait cette maquette. Donc de bien faire la différence entre les bâtiments actuels et les bâtiments voilà, c'est ça. Disparus. Voilà. Eh bien merci. Là, vous avez, en fait, pour la pêcherie, pour l'histoire... Bon. Alors, on peut visiter cette église? Oui, on peut visiter presque toute l'année si la personne qui, par exemple, guide un groupe, ça d'abord téléphone ou écrit à l'office de tourisme. Ensuite, l'office de tourisme me contacte ou quelqu'un d'autre et nous pouvons avoir une visite organisée. Mais pendant l'été, en juillet et en août, le mardi, le jeudi et le samedi, l'après-midi, il y a quelqu'un qui ouvre l'église. Et le jardin, d'ailleurs, aussi. Est aussi visible. Ah, voilà. Ce qui est visible ici. C'est intéressant. Alors je remarque encore quelque chose, un petit détail. Hein. Venez, regardez. Ici, sur les banquettes, il y a les noms encore marqués des personnes. Alors,
C'est rare d'avoir ça encore dans une église aujourd'hui. Oui, ce n'est plus utilisé. Hein. Ah non, non. Plus du tout. Mais ça, c'est, disons, fin 19e et début du 20e, où les gens... C'était un petit revenu pour le curé de la paroisse. Ça, les places étaient à vendre à l'époque. Voilà, hein, on achetait sa place. Et on voit bien, il y a le détail de la place. Hein, il est bien signalé, là, et le numéro, et tout, et tout. Il y avait un registre qui était tenu pour la place de chacun. Voilà. Voilà, donc c'est un élément important à venir voir ici, puisqu'il n'y a plus beaucoup d'églises qui ont encore les places vraiment marquées. Donc voilà, venez voir donc l'abbaye de Laval-Dieu. Vous voyez maintenant les infos apparaître ici à l'écran. Un très beau joyau du patrimoine ici de Monthermé à absolument visiter quand vous passez ici. Nous sommes à présent à l'église Saint-Léger avec toujours monsieur Bernard Schruber, grand passionné de l'histoire de sa région et de son village et surtout de ces deux belles églises qu'il nous présente maintenant. Alors, expliquez-nous un peu l'histoire de ce monument qui est derrière nous, qui est aussi classé, je pense, au patrimoine. Hein. Expliquez-nous un peu l'histoire de cette belle bâtisse. La première église doit dater sans doute du 12e, fin 12e, 13e. Elle fut incendiée, démolie au 15e siècle, en 1445 exactement, et reconstruite et reconsacrée en 1452. Là, on a l'état de cette église de 1452, avec un complément de fortification parce que la population cherche toujours à se protéger. Nous sommes dans un village proche de la frontière et de temps en temps, nous avons des visiteurs qui ne sont pas toujours très agréables. Et donc l'église a été fortifiée à ce moment-là, voilà, c'est cela. Dans un but de protection. Donc ça veut dire que quand le village était attaqué, les gens venaient se réfugier dans voilà, l'église. Voilà, c'est cela, on peut dire cela. Et donc c'était en même temps, c'était l'église paroissiale avec le cimetière paroissial qui était d'ailleurs de tout temps, jusqu'en 1936, quand il a été transféré à un autre lieu dans Monthermé. Donc ici, on était dans le royaume de France. À partir de 1629. D'accord. Mais avant, on était, comme Laval-Dieu, dans le comté de Rethel. D'accord, ok. Voilà. Et alors, il y a quelque chose de très intéressant. C'est justement ce qui fait son caractère assez typique, je veux dire, pour la région. Oui. C'est ses fresques. Alors, la découverte des fresques, qui date de 1925, donc c'est pas très ancien en fait, c'est les signes qu'on a vus des pellicules de blanc qui sont tombées, hein, et à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il y avait de la couleur en dessous. Et un travail, à partir de 1953, un travail par les Beaux-Arts a été de découvrir toutes ces fresques. Et il y en aurait peut-être encore, d'ailleurs tout ce travail n'est pas terminé, mais déjà aujourd'hui on peut voir ce joyau de l'église Saint-Léger qui sont les fresques du XVIe siècle. Très bien, on peut aller les voir? Absolument, absolument. On va rentrer. Alors, vous aurez le bruit des cloches, c'est l'Angélus le midi. Mais Saint-Léger nous accueille, c'est très Voilà. bien. Alors expliquez-nous un peu, quelles sont les fresques les plus belles à voir, celles les plus remarquables ici Oui. dans l'église? Bon, ici, là, sur le pilier à droite, c'est le martyre de Saint-Léger. Hein. Saint-Léger a été martyrisé, on voit les tenailles, là, hein, qui, pour arracher la langue, arracher les yeux, c'est son martyr. Bon, au-dessus, on a Adam, il y avait Adam et Ève de chaque côté. Hein. Ici, il y a... Bon, c'est comme une bande dessinée, hein. Il y avait tout le long. Hein. On a à gauche la naissance, ici l'adoration des mages. Bon, là on ne sait pas. Et là, c'est le miracle des blés, c'est-à-dire que ce qu'on appellerait la fuite en Égypte. Hein. D'accord. Marie et Joseph est devant, Marie est sur l'âne avec les enfants, et Hérode qui envoie un chevalier demander aux paysans, est-ce que vous avez vu passer une famille? Et le paysan, très malin, c'est une légende, hein, très malin, montre, ben voilà, on était en train de semer, il le montre avec son tablier, et aujourd'hui on est en train de faucher. Vous voyez, le miracle des blés, il est en train de couper les blés à droite, l'autre paysan. D'accord, oui, là. Voilà, Okay, ça, oui. voilà. Ensuite... Pourquoi l'église a été mise sous le vocable de Saint-Léger? Saint-Léger est un ancien moine,
un ancien évêque d'ailleurs, très prié au Moyen-Âge, pour les maladies des yeux. Les maladies des yeux. Voilà, tout ce qui était maladie des yeux, c'est l'ophtalmo de l'époque, je l'ai dit en souriant. Ah oui, d'accord, oui. Voilà, c'est pour tout, on le prie pour tous les problèmes des yeux, quoi. Voilà. D'accord. Et donc, est-ce qu'il y a autre chose ici qui serait intéressant d'être vu? Oui, et vous avez, alors, dans les principales fresques, vous avez ici, ce qui est assez peu commun, un arbre de Jessé. L'arbre de Jessé, c'est tout simplement la reprise du texte de l'évangéliste Matthieu qui veut faire la généalogie de Jésus partant de David. Vous voyez, en bas, c'est marqué roi David, roi David. Et on monte et on arrive au sommet avec Marie, la Vierge, et on redescend. Et là, on a 12 tribus d'Israël, les rois de la tribu d'Israël. Très bien. Représentés ici. Très bien. Eh bien, merci à vous. Alors, il y aurait une autre fresque parce que... Allez, encore autre chose à voir. Oui. Alors, vous avez ici ces 3 fresques. Nous avons Sainte Catherine. Oui. Et ici, un trône de grâce. C'est une trinité verticale. Oui, donc on a le Père, on a Dieu le le Fils Père, et le Saint-Esprit qu'on qui n'aperçoit va pas relier, bien, mais il qui... relie la barbe à la chevelure du Fils. Et il est Très assis bien. sur un trône. Il a la couronne impériale. Oui. Voilà, ça s'appelle un trône de grâce. Donc une trinité verticale. Ici, Saint Nicolas. Saint Nicolas, évêque de Myre, qui accueille les 3 marins qui venaient livrer du blé au port de Myre, qui ont été sauvés de la tempête parce qu'ils ont prié Saint Nicolas. Donc on les voit ici. La présence de Saint-Nicolas ici s'expliquerait peut-être par la Meuse. C'est cela. C'est ça. C'est le patron des bateliers. En Belgique, on disait les neveurs. Oui, c'est Voilà, ça, c'est oui. les neveurs. Et donc, il y a, ce qu'on retrouve souvent sur les fresques, c'est les donateurs. La personne qui a financé, j'allais dire, la fresque. L'œuvre. Les donateurs sont représentés à côté, les 2 petits personnages à droite. Ah oui, là, juste à côté Voilà, des c'est 3 ça. enfants qui On sont retrouvera juste à droite. d'autres endroits des donateurs. Voilà. Bon, la statue, elle, c'est plutôt la légende de Saint Nicolas avec les 3 enfants. C'est ça, oui. C'est ça. Voilà. La légende, dans le sens que le bac, c'est le bateau. Les enfants, ça représente toujours les marins. Et le sel qui était dedans, c'était la mer, quoi. C'est une allégorie. Eh bien, Parce que la légende dorée nous raconte plutôt, c'est surtout des marins. oui, très intéressant, très très intéressant. Bien, en tout cas, merci. Merci à vous de faire partager comme ça votre passion. On vous sent vraiment très 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 passionné par cette église. Alors, si vous voulez venir visiter Saint-Léger comme l'abbaye de Lavaldieu, c'est pareil, Office du tourisme, et monsieur ici présent vous fera bien sûr le plaisir de vous faire visiter le lieu et vous faire partager cette grande passion comme il vient de le faire avec nous. On l'écouterait pendant des heures, mais on a d'autres choses encore à visiter ici à Monternay. Aujourd'hui, la journée n'est pas finie. Nous sommes à présent dans un lieu exceptionnel et hors des sentiers battus. Nous sommes à l'auberge Le Balcon en Forêt, en compagnie de Geneviève Goffette, la chef cuisinière et propriétaire de ce lieu. Bonjour. Bonjour. Alors merci de nous accueillir ici dans vos murs. Alors je m'étais laissé dire qu'ici c'était quand même un lieu assez exceptionnel et extraordinaire. Depuis quand il existe ce lieu ? Alors en fait, la maison a toujours été un restaurant des années 1920 à 1980. C'est pour ça que nous avons racheté cette bâtisse. Mais nous l'avons réouverte le 10 juillet 2013. Donc on a fêté nos 6 ans la semaine dernière. Alors comment vous êtes venu l'idée d'ouvrir une auberge-restaurant ici, à Aubuté et pas ailleurs ? Pourquoi justement ici avoir eu l'idée de ce projet ? Ben justement, ici et pas ailleurs. Nous habitons le village depuis 92 et en fait l'idée c'était vraiment de faire partager ce village, l'ambiance du plateau ardennais et
c'est vrai qu'on a essayé de racheter un restaurant sur Monthermé, mais on n'a pas eu coup de cœur. Et donc l'idée a vraiment été de dire on rachète cette bâtisse qui avait une belle histoire, on redémarre de zéro, parce qu'on a acheté un bâtiment nu, et on va relancer en fait ce qui était la vie du village auparavant, puisque dans ce petit hameau perdu où on n'est pas très nombreux, il y a une époque, il y avait 3 cafés. Ah, Ce restaurant, les gens parlaient de l'auberge ardennaise, et il y avait beaucoup de monde qui passait. On nous a raconté de très belles histoires locales. Donc il n'y avait plus rien. Notre village est juste en face de moi, il y a l'église qui draine pas mal de personnes de par comment dire, le culte à Saint-Antoine. Et les gens tournaient sur le village sans savoir où se poser. Donc amoureux des Hauts-Butés, envie de créer un restaurant, il fallait que ce soit ici. et donc le nom même est original aussi, parce qu'il n'est pas anodin, vous ne l'avez pas choisi par hasard. Non. Il me semble que ça sort d'un livre, si je ne me trompe pas, Oui. un livre qui a été écrit en 1958 par Julien Gracq. Tout à fait, voilà. Donc Julien Gracq était amoureux du toit de l'Ardenne, c'est-à-dire le plateau ardennais. Et le livre en question que vous citez, Balcon en forêt, c'est une histoire en fait qui se déroule pendant la guerre d'un officier qui arrive à la gare de Monthermé, Moriard près dans le livre, et qui va monter pour tenir une maison forte sur le plateau à Aubuté. Et Aubuté, c'est Faligé, je crois, ou un nom comme ça dans le livre. Et donc, c'est la patte de Gracq avec beaucoup de descriptions. Et en fait, il y a eu un film qui a été tourné aussi après, avec un des acteurs qu'on connaît, qui est Jacques Villeray, et de nombreux voisins du village d'à côté et d'ici, qui ont été des figurants ou des acteurs secondaires dans le film. Voilà. Et donc c'est pour ça que vous avez choisi le nom Le Balcon en forêt. Oui, parce que comme vous le voyez peut-être par l'image, effectivement, le haut de la maison a un balcon bien ouvert qui nous permet de voir le plateau. Alors nous ne sommes pas complètement en forêt, mais nous sommes en fait dans une clairière au cœur de la forêt. Voilà. Ah d'accord, ok. Et donc quel est le type de cuisine que vous proposez ici toute l'année dans cette auberge? Qu'est-ce que les gens peuvent manger quand ils viennent chez vous? Est-ce que vous avez un menu? Est-ce que vous n'avez pas de menu? Qu'est-ce que vous proposez? Alors effectivement, nous n'avons pas de carte au sens propre de la restauration. Le pari que l'on a fait dès l'ouverture, c'est de ne faire qu'un menu unique, mais qui de ce fait est certifié aux clients vraiment fait maison. Moi, je suis une passionnée de cuisine et en particulier de dessert. Et ce qui me chiffonnait toujours quand j'allais dans les restaurants, c'est de manger l'éternelle crème brûlée en briques, la mousse au chocolat en seau, éventuellement des œufs à la neige, mais bien sûr venant de l'industrie. Et donc ici, jamais ne rentre un produit transformé, fini. On va travailler en fait une cuisine de saison, une cuisine faite avec des produits locaux si possible, pas pour tout, parce que en toute honnêteté, c'est pas possible de s'approvisionner sur des produits carnés en particulier systématiquement en local. Issus du jardin, issus de mes cueillettes de plantes sauvages quand je peux et quand la nature est généreuse. Et à partir de ça, j'improvise en fait mon menu du jour ou des 2 jours. Et en gros, généralement, tous les week-ends, le menu change et sur la semaine, on va avoir 2 ou 3 menus différents. D'accord, et donc vous privilégiez l'authenticité et vraiment être vrai avec le client. Oui, moi je souhaite absolument prendre le temps d'aller exposer mon menu à chaque client. Donc c'est moi qui fais l'accueil de chaque table pour lui expliquer, pour voir si effectivement quelque chose ne lui plaît pas. Il y a toujours, de toute façon, même si l'ardoise est unique, il y a toujours le plan B dans les frigos. Et j'ai à cœur de vraiment satisfaire nos clients complètement.
Donc les allergiques, par exemple, Oui. pense aux véganes, par exemple, Oui. ou les intolérants au gluten ou Oui. autres, les lactoses, vous savez, Ah oui, réagir oui. Ouais. à tous les types de Ben, situations. l'avantage, c'est qu'effectivement, ce ne sont pas des produits transformés par l'industrie. Donc, je sais exactement ce que j'ai mis dans les casseroles. Et puis, aujourd'hui, les allergiques, les véganes ont pris l'habitude de nous prévenir de leur arrivée. Et j'ai vraiment plaisir à leur préparer un menu spécial qui n'est pas que une simple assiette de légumes, quoi. D'accord, donc voilà, vous savez où venir si vous êtes vegan ou végétarien. Ici, on peut répondre à vos questions et bien sûr, vous pouvez passer un bon moment ici en plein milieu de la nature. C'est formidable. Alors, donc, vous avez aussi des productions parce que bien sûr, vous créez dans votre cuisine tout le Oui. temps. Vous êtes très créatif dans votre cuisine, mais vous êtes aussi créatif sur le terrain, d'après ce que j'ai compris. Oui, on aime. En fait, moi, j'ai une passion des fruits rouges. Donc, on est producteur de l'ensemble de nos fruits rouges. Et, euh, et le but étant que de A à Z, notre client va consommer que du fait maison. Il y a quelques années, je me suis mise à fabriquer aussi nos apéritifs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a très peu d'apéritifs industriels qui rentrent chez nous. Comme on a Là, ici. j'ai sorti la petite bouteille de vin de coin, alors fait avec nos pommes des Hauts-Buttés. Non, là, les pommes, c'est pour le jus. On fait aussi un jus de pomme coin, hein. Donc, pommes de chez nous et coin en pourcentage qu'on a été pressé au pressoir. Là, c'est simplement une macération de coin dans une base de vin et d'alcool. Vous avez, je crois, goûté ce midi Ah oui, on a bien mangé ce un midi. vin de fleurs de sureau. Hein, on Exactement. vient d'avoir la floraison du sureau, malheureusement c'est terminé. Donc on s'amuse à aller cueillir les plantes qui nous permettent de faire différents apéritifs. Et puis on est plein de projets encore. Voilà. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique de voir des gens aussi créatifs. Et effectivement, j'ai mangé avec mon équipe ici ce midi et je peux vous dire que c'est excellent. La cuisine est excellente. Je vous invite vraiment à venir manger ici, hein. Oui, je m'endors un petit peu tellement que c'était bon, hein. Je digère, je suis en plein de digestion à cette heure-ci. Voilà, donc voilà. Vous savez donc où venir si vous voulez manger un petit morceau à midi, un menu unique avec plat, entrée, dessert, hein, produit par la maison, ici. Voilà. Alors, je vais un peu aussi vous poser une autre petite question parce que j'ai cru comprendre aussi quand j'ai préparé cette vidéo, que je vous ai téléphoné, j'ai compris tout l'amour qu'avait ce couple pour Hauts-Buttés. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez me parler d'Hauts-Buttés, de votre amour cet amour, mais que vous avez l'air vous m'avez dit, c'est un village pour Oui. vous. C'est un village, oui. On y Bien, est bien qu'on installé. bien qu'on parle partout d'un hameau, Oui. mais Ah oui, c'est le hameau des Hauts-Buttés. Oui, d'accord. tout à fait. Ok. On dépend de la commune de Montermé. On est à 450 mètres d'altitude, donc à quelques kilomètres du point culminant de l'Ardenne avec un grand A, hein, et donc qui est à 504 mètres. Voilà. Ici, moi j'ai l'habitude de dire effectivement qu'il y a 3 pèlerinages. Il y a le pèlerinage qu'on peut avoir de notre plateau ardennais et de cette belle nature et de la forêt ardennaise, où ce midi on avait des randonneurs, des cyclistes qui viennent se balader sur ce territoire. On a le deuxième pèlerinage qui est en fait le pèlerinage de Saint-Antoine de Padoue, dédié à notre église, et le pèlerinage se déroule le 13-14 juin chaque année. Mhm. Ça draine, suivant les années, on va dire 800 personnes potentiellement. Ah, quand même. Oui, oui, Ah oui. même si ça baisse un petit peu, mais effectivement, il y a une fréquentation, il y a toujours une tradition de venir au pèlerinage des Hauts-Buttés. Et le troisième pèlerinage, c'est effectivement, on en a parlé tout à l'heure, pour les amoureux de Grac. Et très souvent l'été, on a des gens qui arrivent avec le roman à la main et qui viennent en fait presque se recueillir sur un lieu qui était cher à leur auteur en fait. Hein, voilà. D'accord. Et donc, à part ça, qu'est-ce qui vous rattache vraiment à Hauts-Buttés? Qu'est-ce qui fait que ce lieu est pour vous si important? Moi, j'ai choisi d'y vivre. Alors, je ne suis pas originaire des Ardennes, mais mon mari est originaire de Montermé.
Et on a vraiment eu le coup de cœur en 92 pour ce lieu. En 1681, au traité de Nimègue, 21 villages de la prévôté d'Orchimont en Belgique sont cédés à la France. Plusieurs familles françaises s'installent dans la forêt des Haies, au nord du hameau actuel des Hauts-Butets. Ces villages repassent sous l'autorité du roi d'Espagne en 1697. En 1706, le roi Philippe V d'Espagne leur accorde la permission de bâtir une chapelle au vieux moulin d'Arny, sous le vocable de saint Antoine de Padoue, très honoré au Portugal et en Espagne. Cette chapelle fut desservie par un dominicain de Revin, puis par un prémontré de la Val-Dieu. En 1769, les vieux moulins d'Arny redeviennent de nouveau français. Les habitants demandent l'autorisation de construire un nouveau lieu de culte proche de leur habitation. Par arrêté du 7 juillet 1778, le roi leur accorde cette autorisation. La nouvelle chapelle est dédiée à saint Antoine, l'ancienne est abandonnée et tombe en ruine. En 1822, ce sanctuaire est restauré. En 1852, le cardinal Gousset crée la paroisse des Hauts-Butets pour les 3 hameaux, à savoir Hauts-Butets, Sichénon et Vieux-Moulin, qui fait au total 330 habitants.
En 1868, le curé Justin Ouimet trouve une chapelle délabrée. Il se met à l'œuvre, sollicite les dons et trouve l'argent pour construire une nouvelle église en l'honneur de Saint Antoine. En 1874, il y pose les fondations et le 15 mai 1877, ce sera la bénédiction de l'édifice par Monseigneur Langenieux, archevêque de Reims. Le curé fait parvenir une relique de Saint Antoine ainsi qu'une châsse de Saint Florent qui est un saint martyr. Le mémorial de la mission Citronnelle, situé sur la RD 989 entre Monthermé et Hargny, non loin du village des Hauts-Butets, le monument constitué d'un bloc de schiste posé au milieu d'une clairière fut érigé en 1994 à l'initiative d'anciens du maquis. Mis sur pied au cours du second trimestre de 1943 par le Grand État-major interallié, en collaboration avec le Bureau central de renseignement et d'action de Londres, l'opération Citronnelle fut confiée à la mission interalliée franco-anglo-américaine du même nom, la mission Citronnelle. Celle-ci fut parachutée successivement dans la nuit du 11 au 12 avril 1944 sur un terrain proche de Montmelmont dans la Marne et dans la nuit du 5 au 6 juin 1944 au vieux moulin de Tilley. Les objectifs de la mission Citronnelle étaient de coordonner l'action de la résistance ardennaise avec les objectifs plus vastes de l'état-major interallié en maintenant le contact radio avec Londres et d'encadrer les groupes locaux de la résistance, les équiper en armes et les initier à leur maniement. Dans la nuit du 14 au 15 août 1944, au vieux moulin de Tilley sera parachutée une équipe de Jessburg ainsi que 2 officiers français et 10 soldats belges. Cette mission, dit Andrew, devait contacter la mission Citronnelle, aider à l'organisation et à l'encadrement des FFI et assurer les communications avec Londres. La mission Citronnelle rejoignit les Ardennes au début du mois de mai et s'installa non loin de Ranway. Les premiers contingents envoyés par les chefs de secteur du département commencèrent à constituer le maquis qui commença alors à vivre en forêt et prit le nom de code de son chef, Prisme. Directement relié à Londres par radio, il jouissait d'une autonomie qui facilitait son équipement et son armement. Installés entre les petites communes et la route de Revin, ils occupaient le lieu dit des Hauts-Butets et disposaient de 2 terrains de parachutage, bohémien et astrologie. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette deuxième étape ici à Monthermé, la perle des Ardennes. Je remercie donc l'Office du tourisme de Monthermé ainsi que Monsieur le maire d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Je remercie aussi le Cercle historique qui a bien voulu nous guider dans les différents lieux ici à caractère patrimoine et nous avons pu donc découvrir la riche histoire de Monthermé. Je remercie également l'auberge, le balcon en forêt ainsi que Geneviève Goffette et son mari Olivier pour leur accueil et les délicieux produits qu'ils nous ont fait découvrir. Quant à nous, nous nous retrouverons la semaine prochaine à Revin. N'hésitez pas de venir sur mon blog walterexplore.blog. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo sur YouTube et aussi à liker la page Facebook de Walter. Merci et on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.